Bien, ben, merci, merci de m'avoir invité aujourd'hui. Donc, comme vous l'avez dit, mon exposé va porter sur... je vais vous exposer quelques éléments sur une nouvelle approche que j'ai proposée. Et d'ailleurs, il va y avoir à plusieurs reprises, ce que je vais vous dire, ça va faire un écho direct avec votre introduction qui a été excellente, je trouve. Donc, je vais mettre en avant deux idées principalement. La première idée, c'est justement là, donc, que le fonctionnement du vivant, le fonctionnement des êtres vivants, est intrinsèquement probabiliste. Donc, comme Yann vient de le dire, en donnant des données précises, il est aujourd'hui démontré que l'expression des gènes est un phénomène stochastique, c'est-à-dire probabiliste. Ce n'est pas une hypothèse, ce n'est pas une spéculation, c'est un fait expérimental qui a été démontré au cours des 20 dernières années. Et cette démonstration repose sur toute une série d'expériences qui montrent que lorsqu'on prend des cellules isolées, individuelles, qu'on analyse l'expression des gènes dans des cellules isolées, on trouve toujours des variations aléatoires d'expression d'une cellule à l'autre. Donc Yann a montré l'expérience d'Elovitz. Là, sur cette diapositive, c'est une expérience beaucoup plus artisanale qu'on avait réalisée à l'Institut Cochin, qui avait été réalisée par RT-PCR, par une technique d'amplification génique. Et sur 11 cellules analysées, ici, j'ai la clé. Voilà. Ici, sur 11 cellules analysées, il n'y en avait que 4 qui exprimaient le récepteur de l'insuline. Donc, ce type d'expérience a été reproduit des dizaines, voire des centaines de fois, et surtout avec des techniques beaucoup plus précises, des techniques quantitatives, dans lesquelles les techniques d'imagerie cellulaire, dans lesquelles on utilise des protéines fluorescentes, et des techniques qui permettent de quantifier le phénomène de manière très précise. Et donc, aujourd'hui, c'est un fait établi, qui n'est plus l'objet de discussion, et qui a lui-même été l'objet de plusieurs revues en profondeur qui ont été publiées dans des journaux majeurs comme Nature ou Cell. Là, j'en cite 2 sur ma diapositive. L'interprétation qui est donnée de ce phénomène donc d'expression aléatoire des gènes consiste à dire qu'il s'agit d'un bruit. Donc, l'expression utilisée surtout dans la littérature anglo-saxonne, consiste à dire, l'expression utilisée, c'est noise in gene expression. Et donc, ce bruit, on considère que ce bruit est causé par des fluctuations du nombre de facteurs de transcription qui sont présents sur les promoteurs des gènes à un moment donné dans une cellule. Et ces fluctuations étant causées par l'agitation thermique. On a toujours su, en fait, que 2 cellules ne sont pas strictement identiques. Du fait de l'agitation thermique, les protéines doivent diffuser, des petites variations dans les vitesses de réaction. Il y a toujours des petites variations dans la manière dont se répartissent les protéines dans les différents compartiments cellulaires à un instant donné. Et ces variations, donc, qui sont par nature aléatoires, puisqu'elles sont causées par l'agitation thermique, affectent également les protéines régulatrices de la transcription des gènes, les protéines de la chromatine. Et ces protéines peuvent avoir des conséquences très importantes, donc si elles touchent des facteurs de transcription qui sont présents en petit nombre. Pourquoi? Parce qu'on peut se trouver relativement facilement dans une situation où dans une cellule, on sera en deçà du seuil d'activité du facteur de transcription, et donc le gène sera éteint,
alors que dans une autre cellule appartenant à la même population cellulaire, on se trouvera au-dessus du seuil d'activité du facteur de transcription et le gène sera actif. Donc, ce sont ces fluctuations qui causent le phénomène d'expression aléatoire des gènes. Et évidemment, alors aujourd'hui dans la littérature, donc on continue à appeler ça un bruit, mais il y a de plus en plus d'auteurs qui considèrent que ça peut avoir des conséquences importantes, pas seulement négatives, mais positives. C'est-à-dire que ça pourrait être ces petites fluctuations qui pourraient être le point de départ, par exemple, pour expliquer le point de départ de la différenciation cellulaire, de la différenciation de lignées cellulaires. Ce que je voudrais souligner, c'est que cette interprétation, qui est l'interprétation classique, ne remet pas en cause la notion de programme génétique ou de réseau de gènes. Hein? Donc un réseau de gènes ou un programme génétique, vous savez ce que c'est l'idée que l'activité d'un gène, par exemple ici, le gène 2, disons, c'est ce que j'ai représenté un peu schématiquement ici, un petit réseau. Le gène 2 ici, alors où est la... Je ne vois pas la... Ah voilà, non, elle est là, la flèche. Donc le gène 2, son activité est déterminée par l'activité d'un autre gène situé en amont, qui va l'activer, et l'activité de ce gène 2, une fois qu'il est actif, va avoir un effet sur l'activité d'autres gènes qui sont situés en aval. Et ainsi, on peut constituer des cascades d'activation des gènes, et on constitue ainsi des réseaux de gènes, ce qu'on appelle des réseaux de gènes ou programmes génétiques. Donc, l'interprétation de l'expression stochastique des gènes à l'heure actuelle en tant que bruit ne remet pas en cause cette notion de réseau. Simplement, ce qu'elle dit, c'est que l'expression stochastique des gènes est un bruit, hein, qui vient altérer donc le fonctionnement, modifier, soit de manière négative, soit de manière positive, selon les auteurs, selon les circonstances, le fonctionnement du programme génétique. Moi, ce que je vais essayer de vous montrer pendant cet exposé, c'est que cette interprétation est limitée parce qu'il existe obligatoirement une autre cause beaucoup plus importante à l'expression stochastique des gènes et au fonctionnement probabiliste des cellules de manière générale, qui est liée à la non-spécificité des interactions entre protéines. Et que si on prend en compte cet aspect-là, c'est-à-dire plus seulement les petites fluctuations dues à l'agitation thermique, l'aspect lié à la non-spécificité, si on prend en compte la non-spécificité des interactions entre protéines, cela conduit inévitablement à la dissolution du concept de programme génétique ou de réseau de gènes. Voilà. Et alors, la deuxième idée que je vais développer pendant l'exposé, donc, est cette idée de l'ontophylogénèse, c'est de mettre en avant ce concept d'ontophylogénèse. Donc, c'est l'idée que l'ontogénèse, donc l'ontogénèse, la genèse de l'individu, et la phylogénèse, la genèse des espèces, l'évolution, ne forment pas deux phénomènes séparés, comme on le pense à l'heure actuelle, mais ne forment qu'un seul phénomène que j'appelle justement l'ontophylogénèse. Alors, Yann a souligné l'importance des modèles dans l'activité scientifique, et je suis entièrement d'accord avec lui. Donc il y a un autre aspect qu'il faut aussi, je pense qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'en science, il y a toujours un point de départ qui est soustrait à l'expérimentation. C'est-à-dire, avant même de commencer une enquête scientifique, il y a une première étape qui consiste à regarder le monde qui nous entoure et à reconnaître des objets qu'on considère comme étant réels. À reconnaître des objets et qui, justement, vont être l'objet eux-mêmes de l'enquête scientifique. C'est ce qu'on appelle le domaine de l'ontologie en philosophie. Et donc consiste à reconnaître des entités primaires qu'on considère d'emblée comme réelles et qui vont être l'objet de l'enquête scientifique. Et alors, en biologie, il y a deux entités qui sont très importantes, deux entités primaires, c'est l'espèce et l'individu. Donc j'appelle ça, ce sont des entités primaires. Pourquoi? Parce que ce sont des entités qui nous apparaissent d'emblée évidentes, hein, et qui ne sont pas elles-mêmes
le résultat ou l'objet, le résultat d'une élaboration scientifique, qu'elle soit théorique ou expérimentale. C'est quelque chose que nous reconnaissons d'emblée. Et donc, ces deux notions, elles sont fondamentales. Pourquoi? Parce que la reconnaissance de l'espèce et de l'individu, elle structure d'emblée la biologie dans ses champs disciplinaires, avec d'un côté les disciplines qui s'occupent de l'évolution, enfin de l'espèce, excusez-moi, donc ça va être les sciences de l'évolution, l'écologie, la systématique, et puis d'un autre côté des disciplines qui s'occupent de l'individu. Ça va être l'embryologie, la physiologie, la biologie moléculaire et cellulaire, etc. Et alors cette séparation, elle aboutit naturellement, cette séparation disciplinaire, donc à une séparation phénoménale, c'est-à-dire qu'on considère qu'il y a des phénomènes associés à ces deux entités, qui aboutit elle-même à une séparation théorique, puisqu'il y a des phénomènes qui ont trait à l'espèce et des traits qui ont trait à l'individu. Il y a des théories pour expliquer ces phénomènes. Et donc on aboutit à cette séparation avec, d'un côté, pour simplifier, la théorie de l'évolution, qui est la théorie de la sélection naturelle, pour expliquer la genèse des espèces, et d'un autre côté, la théorie du programme génétique, pour expliquer l'ontogénèse, l'embryogénèse d'un mammifère ou l'ontogénèse d'un être vivant, quel qu'il soit. En fait, cette manière de scinder la biologie pose toute une série de problèmes récurrents. Dans la mesure où l'évolution des espèces, qu'on peut déjà pointer rapidement, il y en a un, dans la mesure où l'évolution des espèces passe par la reproduction des individus, il doit nécessairement exister quelque part un point de jonction entre les deux théories. D'autre part, il y a des problèmes qui sont liés aux notions mêmes d'espèces et d'individus. Donc ce sont les notions les plus importantes en biologie, puisque c'est le substrat de la biologie. Et pourtant, il est très très difficile, comme vous le savez probablement, très très difficile de les définir. Alors, en ce qui concerne l'espèce, Darwin disait qu'elle est impossible à définir. Il y a une lettre très très célèbre où il expliquait, il disait « Essayer de définir l'espèce, c'est essayer de définir l'indéfinissable. » Et de fait, je suis obligé d'aller très vite dans chaque diapositive pour être un séminaire en soi, donc de fait, on sait qu'aujourd'hui, il existe de très nombreuses conceptions de l'espèce. Hein, j'en cite quelques-unes ici. Il y a une conception biologique de l'espèce, l'espèce étant considérée comme un ensemble reproductivement clos. Il y a des conceptions généalogiques, conceptions morphologiques, et bon, il y a des conceptions écologiques. Et pour chacune de ces familles, en fait, chacune de ces conceptions est une famille de définitions de l'espèce. Pour chacune de ces conceptions, il y a de très nombreuses variantes. Donc il y a de très très nombreuses définitions de l'espèce, et aucune de ces définitions de l'espèce n'est universelle. Aucune de ces définitions de l'espèce est universellement admise et universellement valable. Chacune a ses limites, chacune est mise en défaut. Et en fait, ce qui se passe, c'est que souvent ces définitions sont amenées par des chercheurs travaillant dans des champs, dans des sous-disciplines de la biologie différentes. Et elles ont une utilité principalement dans la discipline qui a été à leur origine. Donc là où je veux... Donc qu'est-ce que ça signifie, ça? Ben, ça signifie que finalement l'espèce, c'est une abstraction. Chacune de ces définitions, c'est une abstraction qui est opérée sur le réel, entre guillemets, quelque chose qui nous est extérieur. Et alors, qu'est-ce qui est donc... Ce sont des abstractions qui sont opérées sur quelque chose qui, par contre, est réel, ce sont des populations d'organismes. Nous opérons des abstractions en utilisant certains critères, mais qui sont subjectifs, au sens où c'est nous qui les choisissons, ces critères. Hein? Sur quelque chose, par contre, qui est réel et qui est sous-jacent, et qui est la population d'organismes. Et alors, ça a une conséquence, ça a des conséquences très très importantes de reconnaître que l'espèce est une abstraction. C'est tout d'abord, quand on utilise l'expression « l'évolution des espèces », qui est l'expression consacrée, à proprement parler, c'est un abus de langage.
Les espèces n'évoluent pas. Pourquoi? Parce qu'une abstraction n'évolue pas. C'est-à-dire que même si la population humaine était amenée à se modifier et à changer, l'abstraction homme et à donner naissance à une nouvelle espèce, à ce que nous appelons l'abstraction homme que nous utilisons aujourd'hui, elle ne changera pas. Et c'est parce que l'abstraction, et de la même manière, c'est parce que les espèces sont des abstractions, c'est ce qui nous permet de désigner des populations d'organismes qui ont disparu, des espèces qui ont disparu, mais dont la définition en tant qu'abstraction est toujours la même, par les dinosaures, etc. Donc, qu'est-ce qui est réel là-dedans? C'est la population d'organismes, et quand on parle d'évolution des espèces, ce qui en fait se modifie, c'est la population d'organismes. Et plus précisément, ce sont les lignées généalogiques, grâce à un mécanisme que Darwin appelait la descendance avec modification, qui a pour effet de modifier les populations d'organismes, parce qu'à chaque génération, il y a des variations qui sont inévitables, et donc ces variations font que il y a une divergence des lignées généalogiques qui font qu'au bout d'un certain temps, une population, la structure d'une population a changé, avec en plus de ça les phénomènes de pression sélective qui s'appliquent dessus, et donc à ce moment-là, nous allons opérer, quand la population a changé, nous opérons une nouvelle abstraction dessus, qui correspond à ce que nous appelons une nouvelle espèce. Donc le point important qu'il faut saisir, c'est que là-dedans, ce qui est réel, c'est le processus de descendance avec modification, qui en fait est ni plus ni moins que le processus de génération continue des organismes, sur lequel nous opérons des abstractions. Voilà, c'est ça. Et donc, quand nous réalisons une classification sur ce processus de génération continue, en fait, on le fige. Faire une classification, c'est figer un processus qui est continu, et qui change, et qui produit de la variation en permanence. Donc c'est comme si sur ce processus infini de génération continue, nous prenons une photo à un moment donné pour le figer, et sur cette photo, nous appliquons des critères correspondant à notre définition de l'espèce, ces critères qui nous permettent de regrouper les organismes et de créer ce que nous appelons des espèces. Alors, en ce qui concerne l'individu, donc l'individu aussi, qui est une notion qui semble évidente en biologie, il se trouve que cette notion évidente sur laquelle repose la moitié de la biologie, sinon toute la biologie, elle est tout aussi problématique que l'espèce. Elle est tout aussi difficile, c'est tout aussi difficile de définir ce qu'est un individu qu'une espèce. Alors on a une intuition immédiate de ce qu'est un individu, probablement par rapport à l'idée que nous avons de nous-mêmes, et on le définit le plus couramment comme une unité morphologique et ou fonctionnelle. Donc c'est une définition qui pourrait sembler a priori coller à peu près pour les mammifères, pour nous-mêmes. Sauf que vous savez très bien qu'il suffit de regarder ce qui se passe chez d'autres organismes, dans d'autres familles d'organismes, par exemple chez les végétaux, pour que ça se complique immédiatement. Hein, notamment dans le cas de tous les êtres vivants qui poussent comme des excroissances verticales de tiges horizontales, telles que les stolons ou les rhizomes. Hein, par exemple, ici, si on considère ces roseaux dans l'étang, est-ce que l'individu, c'est chaque roseau individuel, ce qu'on aurait tendance à dire comme ça spontanément, qui forme une unité morphologique et fonctionnelle, ou est-ce que c'est toute la colonie? Parce qu'en fait, tous ces roseaux sont reliés, forment une continuité vivante. Ils sont tous reliés les uns aux autres par des tiges souterraines qui sont faites de cellules. Et la croissance de cette colonie, elle est infinie. Elle est uniquement limitée par l'environnement, par la taille de l'étang. Donc où est l'individu ici? Est-ce que c'est chaque roseau individuel ou est-ce que c'est toute la colonie? Et alors il y a d'autres exemples. Dans le cas du corail, là, ici, est-ce que c'est chaque polype individuel qui forme un individu? Ou est-ce que c'est toute la colonie, le corail, qui en fait forme à nouveau une continuité vivante? Tout ça, ce n'est qu'une seule unité vivante, faite de cellules. Et il y a de très nombreux exemples. Alors, un autre critère qui est parfois avancé pour définir l'individu, c'est le critère immunologique, puisqu'à priori, le système immunitaire est censé
reconnaître, de différencier le soi du non-soi. Donc là, on aurait un critère facile pour définir la limite de l'individu. Sauf qu'on sait très bien qu'il y a de très très nombreux cas de tolérance immunitaire. Hein. Qu'est-ce qu'on fait des bactéries commensales? Vous savez qu'en nous, nous avons plus de bactéries, nous portons plus de bactéries qui vivent parfaitement en nous, que nous tolérons. Elles sont plus nombreuses, ces bactéries commensales, que nos propres cellules qui dérivent de l'œuf qui nous a donné naissance. Et ces bactéries commensales, elles participent à certaines fonctions, très souvent. Alors ces bactéries, est-ce qu'elles elles font partie de notre individualité ou pas? Hein? Alors un autre critère qui est utilisé, parfois, qui est invoqué pour définir l'individu, c'est le développement embryonnaire. Là, pareil, a priori, on pourrait avoir un critère simple pour définir ce que c'est qu'un individu, puisqu'un individu, ça doit être le résultat d'une ontogénèse ou d'un développement embryonnaire. Sauf que très vite, ça se complique quand on commence un peu à regarder dans les cas précis. Par exemple, dans le cas des organismes qui se développent par métamorphose, hein, par exemple dans le cas de la grenouille, le tétard, est-ce que c'est un stade embryonnaire de la grenouille ou est-ce que c'est un individu à part entière? Parce que le tétard, il présente une individualité, une unité morphologique et fonctionnelle, une autonomie. Donc, pareil pour la chenille par rapport au papillon. Et alors, il y a des cas encore plus problématiques. Sur ce schéma est représenté le cycle de vie d'un petit protiste caryote, un petit champignon qui s'appelle Dictyostelium discoideum, donc, que vous connaissez probablement. Donc, Dictyostelium peut vivre sous forme d'amibes individuelles lorsque les conditions environnementales le permettent. Et lorsque ces conditions changent, ces amibes s'agrègent, lorsque les conditions environnementales deviennent limitantes, s'appauvrissent, ces amibes s'agrègent, forment un petit être pluricellulaire, un petit champignon, se différencient en deux types cellulaires, donc forment un petit champignon. Voilà. Donc ça c'est l'amibe ici, et puis ces amibes s'agrègent lorsque l'environnement devient limitant et donne naissance à un champignon fait de deux types cellulaires différenciés qui va donner naissance, dont une partie des cellules va donner naissance à des spores. Et ces spores, ensuite, lorsque les conditions environnementales le permettent à nouveau, vont donner naissance à des amibes à nouveau. Et ainsi de suite. Donc, où se trouve l'individu ici, chez Dictyostelium? Est-ce que c'est l'amibe individuelle, l'amibe unicellulaire, je veux dire? Est-ce que c'est l'amibe unicellulaire ou est-ce que c'est le champignon pluricellulaire? Impossible à dire. Et alors, plus grave, entre guillemets, si je puis dire, c'est où est l'origine dans ce cycle? Il s'agit en fait d'un cycle, d'une alternance. La seule chose, il s'agit d'un cycle infini qui va se perpétrer de manière indéfinie, infinie, en fonction des conditions environnementales. Impossible de dire où se trouve l'origine de ce cycle. Donc, en vérité, ce à quoi nous avons affaire ici, c'est une alternance continue de phases unicellulaires et multicellulaires. Excusez-moi, j'ai jusqu'à quelle heure? Jusqu'à à peu près, on va dire, 11h10, si vous voulez avoir 5 minutes de discussion. Oui, il faut absolument que j'accélère, alors, parce que je suis vraiment au tout début. Oui, donc, il faut que j'accélère. Donc, dans le cas des humains, alors évidemment, nous pensons que nous n'avons rien à voir avec ce champignon. Donc c'est un cas extrême et que nous, dans notre cas, c'est beaucoup plus simple. Hein. A priori, chez les humains, ça ne se passe pas comme ça. Sauf qu'il s'agit typiquement d'une projection anthropocentrique, parce qu'il suffit de prendre un petit peu de distance pour se rendre compte que dans le cas des humains aussi, si on se distancie un petit peu, on a affaire à une alternance continue de phases unicellulaires et multicellulaires.
Hein. Et c'est un processus, une alternance continue, parce que les cellules germinales qui donnent naissance à un œuf, en fait, sont des cellules qui appartiennent aux parents et aux enfants, aux deux générations. Nous avons en nous des éléments cellulaires qui viennent de nos parents. Donc ce n'est pas un processus discontinu, c'est un processus biologiquement, physiquement continu, fait d'alternance de phases unicellulaires et multicellulaires. Et alors évidemment, nous privilégions, nous sommes persuadés qu'il y a un processus réel qui s'appelle l'embryogenèse, qui est là dans la nature pour nous construire. C'est quelque chose dont nous sommes persuadés. Mais c'est évidemment une projection anthropocentrique. Si nous nous plaçons du point de vue des cellules germinales, on pourrait tout à fait considérer que ce qui est important dans cette alternance de phases unicellulaires et multicellulaires, c'est pas la partie qui va de l'unicellulaire au multicellulaire, mais au contraire, ce qui devient important et réel, ça sera la différenciation des cellules germinales. Alors ce que je dis là, ça peut sembler paradoxal, sauf que c'est le point de vue de la génétique. C'est le point de vue de la génétique quand elle va au bout lorsqu'elle est cohérente avec elle-même. C'est à peu près ce que disait August Weismann au XIXe siècle, et c'est exactement ce que dit Richard Dawkins avec la théorie du gène égoïste, qui considère que ce qui est réel, le niveau de réalité ultime, ce sont les gènes, et nous ne sommes que des avatars, des machines qui servent à propager les réplicateurs qui sont les êtres réels, que sont les gènes. En fait, donc on a deux points de vue, le point de vue de la génétique, le point de vue de l'embryologie, pour simplifier. Donc, en fait, ce sont des points de vue, en tant que point de vue, ils sont aussi vrais et aussi faux l'un que l'autre. Et à nouveau, sous l'individu, sous l'embryogenèse, ce que l'on retrouve, c'est une alternance, c'est cette idée que finalement l'individu, c'est une abstraction à nouveau, parce que c'est un moment que nous figeons dans un processus continu qui est l'alternance des phases unicellulaires et multicellulaires. Dans un processus continu, nous figeons, et évidemment nous préférons, nous figeons et nous appelons l'individu ce qui nous ressemble nous-mêmes. Donc rapidement, parce que en fait c'est un point de vue qui avait déjà été exposé par Claude Bernard, bon je ne vais pas reprendre la citation, c'est extrait des leçons sur les phénomènes de la vie. Mais là où je veux en venir, c'est que finalement sous l'espèce et l'individu, nous retrouvons le même phénomène de génération continue des organismes. Il y a un seul phénomène. Ce qui est réel, c'est un phénomène qui est le phénomène de génération, le processus de génération, la génération continue des organismes, que nous figeons, sur lequel donc nous figeons, dans un instant et que nous privilégions de manière évidente parce qu'il nous correspond. Et donc c'est comme si nous prenions, sur la même photo que nous avons prise pour définir les espèces, en fait nous reconnaissons des individus, et ces individus ensuite, avec les critères, on les recoupe, et on appelle ça des espèces. Donc, nous prenons une photo, parce que c'est un seul mécanisme, et sur la même photo, nous reconnaissons des individus et des espèces. Donc, ce qui est important, là où je voulais en venir, c'est qu'en fait, on s'aperçoit que le phénomène réel sous-jacent à l'ontogénèse et à la phylogénèse, c'est le même phénomène. C'est la génération continue des organismes que nous regardons de manière un peu avec des outils que nous fabriquons, des critères pour définir à la fois des processus qu'on appelle l'ontogénèse et la phylogénèse. Et alors évidemment, donc, le concept d'ontophylogénèse vise à capter ce phénomène unique qui est sous-jacent à l'ontogénèse et à la phylogénèse. Normalement, le but de mon exposé, puisque je suis toujours dans l'introduction plus ou moins, c'est de vous montrer que cette notion d'ontophylogénèse que je viens de mettre en avant par une déconstruction des notions d'espèce et d'individu, elle est déductible, et que c'est en vérité une déduction quasi obligatoire des données les plus récentes de la biologie moléculaire. Et évidemment, ça a des conséquences très importantes d'un point de vue théorique, c'est que si on a un phénomène unique, il n'y a plus de raison d'avoir deux théories séparées. C'est-à-dire qu'on a un seul mécanisme, si on a un phénomène unique, il n'y a plus aucune raison d'avoir deux théories séparées. D'un côté, une théorie de l'évolution, la sélection naturelle, et d'un autre côté, la théorie du programme génétique pour expliquer. On doit avoir une seule théorie pour expliquer un phénomène unique. Et en fait, c'est ce que j'appelle le darwinisme cellulaire. Donc la troisième partie, normalement, de mon exposé consiste à montrer comment ce cadre théorique, on peut l'appliquer à un phénomène comme la différenciation cellulaire, et que ça débouche
sur une pratique expérimentale, je pense que là, j'aurais pas du tout le temps d'aborder cette question, mais c'est pas grave, puisque Andras, je pense qu'il parlera de ça longuement. Donc, pour commencer, on va revenir pour comprendre comment ces questions se posent aujourd'hui en biologie, on va revenir sur les débuts de la biologie moléculaire. Donc, je suis obligé d'aller très vite. Vous savez que les physiciens ont joué en fait un rôle très important dans la genèse de la biologie moléculaire. Et il y en a un qui est surtout connu pour ses travaux de physique, c'est Schrödinger. En fait, il a aussi joué un rôle important parce qu'il s'est intéressé à la biologie d'un point de vue théorique. Il a écrit un petit livre qui s'appelle « Qu'est-ce que la vie ?», dans lequel il pose la question, au début du livre, de savoir quelle est l'origine de l'ordre dans les systèmes naturels. Et par là même, il est amené à se poser la question de quel est le rôle de l'aléatoire dans la genèse de l'ordre. Et il trace d'emblée une séparation très nette entre la physique et la biologie. En physique, selon Schrödinger, opère ce qu'il appelle un principe d'ordre à partir du désordre. Donc, ce qu'il a en tête, en fait, c'est la physique statistique, c'est le fait que le comportement du fait de l'agitation thermique des particules, si on se place au niveau microscopique, le comportement des atomes et des molécules est aléatoire, ne peut être décrit que selon des lois statistiques, hein, mais que le même phénomène physique, si on le décrit à notre échelle macroscopique, on peut le décrire par des lois déterministes. Et pourquoi ? À cause du nombre immense de particules qui entrent en jeu dans tout phénomène physique, qui fait que la loi des grands nombres a pour effet, peut opérer, du fait de la loi des grands nombres, qui fait que la variabilité, la variance du phénomène devient négligeable. Donc le cas classique, c'est la diffusion. Si vous mettez une goutte de vinaigre dans un verre d'eau, chaque molécule de vinaigre se déplace selon une marche au hasard dans le verre d'eau, qui est différente et non prédictible pour chaque molécule. Mais en fait, si vous répétez plusieurs fois l'expérience et que vous suivez la cinétique de dilution de votre vinaigre dans l'eau, eh ben, l'expérience sera parfaitement reproductible et vous pouvez la décrire avec les lois de Fick, le phénomène de diffusion à l'échelle macroscopique. Vous pouvez le décrire par les lois de Fick qui sont des lois totalement déterministes. Donc c'est à cause du très grand nombre, de la loi des grands nombres, qui fait que quand vous avez beaucoup de molécules qui interviennent dans le phénomène, vous observez en fait le phénomène moyen avec une variable qui existe toujours, mais elle est négligeable. Une variance qui existe toujours, mais qui devient négligeable. Alors, est-ce que le même principe d'ordre à partir... Bon, c'est toute la physique statistique, il y a de nombreux exemples de même type. Donc, est-ce que le même principe d'ordre à partir du désordre peut opérer en biologie? La réponse de Schrödinger, c'est non. Pourquoi? Parce que bon, le contexte, enfin, les connaissances de l'époque étaient un peu limitées, mais en gros, il argumente qu'il n'y a pas assez de molécules pour que le même principe d'ordre à partir du désordre opère, pour expliquer les lois, la reproductibilité et la précision des phénomènes biologiques. Donc en biologie, doit opérer ce qu'il appelle un principe d'ordre à partir de l'ordre, c'est-à-dire que les molécules biologiques, elles sont directement contraintes, elles échappent au hasard brownien, au hasard lié à l'agitation thermique, directement au niveau microscopique, et elles sont contraintes par ce principe d'ordre à partir de l'ordre à se comporter de manière ordonnée en vue de construire l'organisme. Donc, à la même époque, un autre physicien, Maxime Delbrück, en fait, ce qu'il a en tête, c'est à la même époque, un autre physicien, Maxime Delbrück, avait déjà fait l'hypothèse que les chromosomes contiennent un code. Et en fait, c'est ce qu'il a en tête. Et ce principe d'ordre à partir de l'ordre, c'est ce que nous appelons aujourd'hui l'information génétique. Hein, c'est ce qui est devenu par la suite l'information génétique. Et c'est ce qui fait la différence entre la physique et la biologie. En biologie, les molécules ne sont pas livrées aux lois purement statistiques de la physique, mais elles sont dirigées par une information qui est contenue dans le matériel génétique, dans les gènes. Alors, aussitôt que cette hypothèse, donc, que vous avancez une hypothèse de ce type-là, se pose une question que se sont posées les biologistes moléculaires, qui est de savoir comment est-ce qu'on peut transformer une information génétique en structure et processus réels au cours de l'ontogénèse. Comment quelque chose qui est une représentation virtuelle, codée, va se transformer en processus physique, réel. Comment est-ce que cette information va être transmise aux protéines. Donc, et je passe un peu là sur le concept qui a été mis en avant
par les biologistes moléculaires à partir des années 60, massivement, c'est le concept d'auto-assemblage stéréospécifique. Donc c'est l'idée que les protéines, les molécules biologiques interagissent selon le modèle clé-serrure. Donc on est dans le système du puzzle. Du fait de leur structure tridimensionnelle, les protéines, donc elles ont une forme et puis des charges électriques, et ben, elles interagissent entre elles de manière univoque. Une protéine pour une protéine ou pour un partenaire moléculaire, ou en tout cas un très très petit nombre, de telle sorte qu'on est comme dans un puzzle, quand vous mettez en quelque sorte, c'est pour expliquer le principe, un ensemble de protéines ensemble, comme dans un puzzle, vous ne pouvez créer qu'une seule figure. Et alors, comme la structure tridimensionnelle d'une protéine dépend de sa structure, de la séquence linéaire d'acides aminés, de sa séquence linéaire d'acides aminés, qui est elle-même la traduction directe de la séquence en nucléotides du gène qui l'a codé, ce phénomène d'interaction stéréospécifique entre protéines est effectivement la traduction physique tridimensionnelle réelle de l'information génétique. Donc c'est un principe qui a été mis en avant pour expliquer les morphogénèses de structures simples par Caspar et Klug en 1962. Donc voilà, là vous avez dans un premier temps pour expliquer des structures très simples comme les virus, les capsides virales. Donc là, ce sont des figures originales tirées de leurs articles. Ensuite, ça a été très vite généralisé pour expliquer tous les phénomènes de morphogénèse. Et à la même époque, la notion d'interaction stéréospécifique a été aussi utilisée pour expliquer les phénomènes de régulation par Monod et Jacob, puisque c'est cette notion d'interaction stéréospécifique qui est à la base du modèle de régulation de l'opéron lactose. Donc c'est cette idée qu'un gène va être actif ou pas selon qu'un régulateur, un facteur de transcription, vient se coller ou pas sur une séquence de sa région promotrice. Et cette interaction est stéréospécifique. Et donc c'est l'idée qu'un gène est on ou off, comme on disait, et avec l'idée qu'ensuite on va pouvoir construire des cascades d'activation en série qui donnent naissance au programme génétique, par des cascades d'activation de ce type, avec à chaque fois à la base une interaction stéréospécifique entre une protéine ou un facteur de régulation qui trouve une cible dans l'ADN sur un gène pour venir l'activer ou le réprimer. Et la même logique donc a été utilisée pour expliquer aussi le phénomène de transduction du signal, qui a été conçu comme des cascades, comme une cascade d'activation ou de répression, une cascade d'interaction entre protéines, d'interaction stéréospécifique. Et alors, cette manière de voir les choses, ça aboutit à cette idée, dont Yann a parlé, c'est qu'il existe des cartes d'interaction moléculaire qui décrivent ces réseaux, des cartes qui décrivent donc ces réseaux, ces cascades d'interaction stéréospécifiques. Il existe donc des cartes d'interaction moléculaire qui sont sous-jacentes à tous les phénomènes biologiques, normaux ou pathologiques. Et donc sous-jacent à tout phénomène macroscopique en biologie, doit exister un réseau d'interaction. Et ça a une conséquence, très importante, une conséquence en termes de programme de recherche, c'est que quel que soit le phénomène auquel vous êtes confronté, si vous voulez l'expliquer, il faut commencer par reconstituer ce réseau, et c'est effectivement ce que la biologie moléculaire fait depuis 50 ans, environ depuis un demi-siècle, comme vous le savez. Quel que soit le phénomène auquel on est confronté, on commence par chercher à isoler un gène qui corrèle avec le phénomène, un gène ou une protéine, et une fois qu'on a ce gène ou cette protéine, on cherche les partenaires moléculaires en termes d'interaction, afin de reconstituer donc la cascade d'interaction, reconstituer le réseau, et on pense ainsi reconstituer les chaînes causales qui sont sous-jacentes au phénomène. Alors c'est un programme de recherche qui a donné d'immenses résultats, qui a permis de faire des grands progrès, mais il y a une notion qui est apparue, tout d'abord au cas par cas. Donc il y a quelque chose qui est apparu progressivement, c'est que la prédiction de stéréospécificité des protéines n'est pas vérifiée. Donc c'est quelque chose qui est apparu d'abord dans des études au cas par cas,
Hein, dans les années 70, on isolait une protéine impliquée dans l'activité d'un gène, la globine, dans des cellules sanguines, et puis donc on pensait qu'on avait trouvé le régulateur spécifique de la globine, et puis en fait, alors, il y a eu beaucoup d'articles publiés, et puis quelques temps après, on s'apercevait que le même facteur de transcription en fait, était actif dans des lignées cellulaires à d'autres stades du développement, qui n'avaient strictement rien à voir, et pouvait activer des gènes qui n'avaient rien à voir avec la lignée sanguine. Et puis alors ce type d'observation, ça s'est accumulé, et on s'est aperçu petit à petit que en fait, les protéines ne sont pas prises dans des relations univoques, mais elles sont capables d'interactions multiples avec de nombreux partenaires moléculaires. Dans le cas de la transduction du signal, on pensait trouver des protéines spécifiques, on est tombé très souvent sur des kinases ou des phosphatases qui ont potentiellement des milliers de substrats. Et alors maintenant, il y a une preuve irréfutable du fait que les protéines ne sont pas spécifiques. C'est parce qu'on a cartographié des protéomes entiers d'organismes, de la bactérie à l'homme en passant par la souris, enfin par la levure, la drosophile, la souris, etc. Et alors voilà typiquement ce que c'est qu'un réseau. Donc, et on sait maintenant que la connectivité, donc là vous avez une image classique d'un réseau, d'un protéome d'organismes, et on connaît la structure, ces réseaux, ils ont une structure caractéristique, et ce qu'on sait, c'est que la connectivité dans ces réseaux, elle est très très élevée. Typiquement, ils sont constitués d'un noyau très dense, qui est fait de plus de 10%, au moins 10% des protéines, c'est-à-dire plusieurs milliers de protéines, qui peuvent interagir avec plus de 100 partenaires moléculaires. À la périphérie du réseau, la connectivité est plus faible, mais la connectivité moyenne reste très élevée, de l'ordre de 7 à 8. Et si vous vous amusez à faire un petit peu de calcul combinatoire pour savoir de combien de manières on peut parcourir ce réseau, c'est impossible. J'ai même demandé à des mathématiciens, ils m'ont dit « tu nous casses les pieds, laisse-nous tranquille ». Bon, en gros, c'est ce qu'ils m'ont dit. J'ai demandé à des mathématiciens de l'ENS, qui avaient autre chose à faire peut-être. Bon, mais bon, donc c'est pas trivial. Et surtout, c'est des chiffres astronomiques. Hein. Ça veut dire quoi, en gros? Que vous pouvez rentrer par n'importe quel point ici dans le réseau, vous pouvez prendre n'importe quel point à la périphérie, et puis vous allez essayer de le parcourir, et puis vous allez arriver à des nœuds où vous aurez plusieurs chemins possibles. Hein, donc, qu'est-ce que vous faites? Vous en prenez un, et puis donc ça veut dire que vous pouvez rentrer par n'importe quel point et sortir par n'importe quel autre point potentiellement. C'est-à-dire que tout est interconnecté. Et alors ça a une conséquence du point de vue de la physiologie cellulaire. Donc toutes les voies de signalisation sont interconnectées avec de très très nombreux points de contact. Hein. Et donc il y a une immense combinatoire d'interactions qui est possible. Et ça, c'est ni plus ni moins qu'une contradiction du principe de l'ordre par l'ordre. Parce qu'on pensait qu'on avait affaire à des réseaux intelligibles, sous-jacents aux phénomènes qui pouvaient expliquer le fonctionnement. Or, du fait de cette grande connectivité, ce n'est plus le cas. Parce qu'il doit, quand une cellule reçoit un signal, hein, elle répond de manière spécifique. Elle ne répond pas en activant tout le réseau. Elle est obligée de n'utiliser qu'une sous-partie du réseau. Parce que sinon, il y aura un brouillage. Elle fait, hein, c'est la base même de la régulation. Vous envoyez un signal, il y a une réponse spécifique. Donc la structure du réseau par elle-même ne peut pas expliquer la spécificité des réponses cellulaires. Donc il doit nécessairement... Donc la structure du réseau par elle-même ne peut pas expliquer le comportement cellulaire. Il y a nécessairement autre chose. Autre chose qui est un autre mécanisme de régulation ou une contrainte qui vient limiter l'utilisation du réseau à un moment donné et de manière adaptée, hein, à la situation de la cellule. Quelque chose qui limite les possibilités combinatoires des protéines, qui vient restreindre les possibilités combinatoires des interactions entre protéines. Ah, ça c'est juste, je reprends l'exemple de mon puzzle. On pensait qu'à partir de... qu'on était dans un puzzle très simple, et que donc c'est juste pour fixer les idées, hein, pour un peu dans où est-ce qu'on en est, c'est-à-dire qu'on pensait qu'à partir d'un ensemble de protéines, on avait obligatoirement par ce jeu d'interactions spécifiques une structure, mais en fait, du fait de ces possibilités d'interaction multiples, à partir d'un ensemble de protéines, vous avez une multiplicité de structures possibles. Évidemment, ça pose un problème parce qu'une cellule, elle ne fait pas tout, elle a toujours une réponse spécifique. Et puis au cours de l'ontogénèse, il y a une structure qui apparaît, pas plusieurs. Un être adulte, pas plusieurs.
Alors donc, effectivement, il faut qu'il y ait des mécanismes, et effectivement, toute une série de mécanismes ont été décrits par les biologistes moléculaires, toute une série de mécanismes ont été décrits qui expliquent comment les cellules peuvent limiter la combinatoire moléculaire. Donc là, je les ai listés, je ne vais pas tous les décrire parce que ce serait trop long. Hein, c'est en soi un sujet, c'est quelque chose qui est connu, travaillé, qui a fait l'objet de revues en profondeur. Il y a deux mécanismes principaux qui sont décrits, qui sont invoqués dans 80% des cas, c'est la compartimentation spatiale et la séparation temporelle. Donc, qu'est-ce que c'est que la compartimentation spatiale? Évidemment, une cellule, ce n'est pas un verre d'eau, c'est une structure hautement compartimentée. Et les protéines ne se répartissent pas au hasard dans les différents compartiments. Il y a des protéines qui vont plutôt à la membrane, d'autres dans le noyau, d'autres dans d'autres compartiments. Et du fait qu'elles ne se trouvent pas au même endroit, elles ne peuvent pas interagir, tout simplement. Donc la compartimentation spatiale réduit les possibilités combinatoires des protéines. Séparation temporelle. Toutes les protéines ne s'expriment pas avec la même dynamique, elles ne sont pas présentes au même moment dans les cellules. Donc du fait que deux protéines ne sont pas présentes en même temps, elles ne vont pas pouvoir interagir. Donc un autre mécanisme, cette séparation temporelle, qu'on appelle la séparation temporelle, réduit les possibilités d'interaction entre protéines. Et donc il y a toute une série de mécanismes qui ont été décrits. Je ne les décris pas un par un. Ils ont tous... Combien de temps vous me donnez encore? 5 minutes. D'accord. Donc ils ont tous en commun, ils ont tous un point en commun. J'ai commencé à quelle heure? Ah oui. Ok, bon, on ne va pas mégoter. Donc, pardon, pas de temps. Donc, ils ont tous en commun une chose. Donc très bien, c'est des mécanismes qui permettent de comprendre comment on peut réduire la combinatoire moléculaire, sauf que si on y regarde à deux fois, il y a un petit problème, c'est que tous présupposent l'existence d'une structure organisée et différenciée. Hein. Que pour fonctionner, tous ces mécanismes, ils présupposent l'existence d'une structure qui est déjà hautement organisée et hautement différenciée. Hein, par exemple, la séparation temporelle, on explique que ce qui réduit les interactions moléculaires, c'est le fait que les cellules s'expriment à des moments différents. Mais normalement, ce sont les interactions entre protéines qui sont censées expliquer pourquoi deux protéines ne s'expriment pas au même moment dans une cellule. Ça veut dire qu'on n'est ni plus ni moins en train que d'inverser, quand on fait appel à ces mécanismes, et ça c'est ce que vous trouvez dans la littérature à l'heure actuelle en biologie moléculaire, que d'inverser la cause et l'effet. Parce que normalement, inverser la causalité telle qu'elle est supposée par la biologie moléculaire. Normalement, on est parti d'un paradigme qui dit qu'il y a une information dans les gènes qui est transmise aux protéines et que cette information transmise aux protéines leur permet de construire l'organisme. Hein? Et là, ce qu'on est en train d'expliquer, donc, que c'est l'état microscopique qui explique l'état macroscopique. On est dans un paradigme réductionniste. Et là, on est en train d'expliquer que c'est la structure cellulaire, ce qui se passe, la structure macroscopique, qui explique la spécificité de ce qui se passe au niveau microscopique. Donc ça, c'est ni plus ni moins qu'une contradiction majeure de la génétique et de la biologie moléculaire, et c'est l'état actuel de la recherche en biologie. D'un côté, les protéines ne sont pas spécifiques, et donc, comme je viens de vous le dire, c'est une contradiction majeure du déterminisme génétique. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans une situation comme ça, comme celle-là? De nombreux chercheurs, ils vous diront, c'est pas grave, probablement ce sont les données qui ne sont pas bonnes, on n'en a pas assez. Alors on va continuons à faire des réseaux, continuons à séquencer des gènes, on en a déjà séquencé des milliers, des dizaines d'organismes, mais probablement continuons à séquencer, à cartographier, on finira bien par comprendre. C'est évident que si on a un peu de notion d'histoire des sciences, de ce qui s'est passé, on va droit dans le mur. Quand une théorie est infirmée à ce point, il faut trouver un nouveau modèle, une nouvelle représentation de la réalité, un nouveau modèle qui permette de lever la contradiction et puis de générer un nouveau programme de recherche. Alors en quoi ça consiste? Je crois que je vais y arriver à terminer rapidement, je ne dirai pas tout, mais je ne peux pas m'arrêter là. Donc, en quoi ça consiste? Élaborer un nouveau modèle. La première étape, c'est prendre les faits expérimentaux et les pousser jusqu'au bout. Ne pas avoir peur des conclusions, de tirer toutes les conclusions qui s'imposent des faits expérimentaux. Alors, quelles sont les conclusions qu'on doit tirer des faits expérimentaux que je vous ai présentés? La première, c'est que les réseaux n'existent pas. Les réseaux de protéines ou les réseaux de gènes n'existent pas. Cette image que je vous ai montrée, ce n'est pas un réseau intelligible qui explique le comportement des cellules, mais c'est un magma de réaction, ni plus ni moins.
Et alors, évidemment, à un moment donné, quand on observe une cellule, on analyse une cellule à un moment donné, on va identifier des séquences ordonnées de réactions qui corrèlent avec certains processus. Et on les appelle des réseaux. Mais ces réactions, ces séquences de réactions ordonnées qu'on appelle des réseaux, ce n'est pas la cause des phénomènes, c'est la conséquence des processus cellulaires. C'est précisément ce qu'il faut expliquer. Qu'à un moment donné, la cellule est capable d'extraire dans ce magma de réaction une séquence de réactions ordonnées. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le réseau, comme je vous l'ai dit, il faut inverser la causalité. Ce n'est pas la cause du phénomène, mais c'est la conséquence, et c'est justement ce qu'il faut expliquer. La deuxième conséquence, là, j'en viens à ma première idée que je voulais vous mettre en avant, c'est que les interactions moléculaires, on n'a plus affaire à du bruit, du fait qu'il y a une non-spécificité. On a affaire à des phénomènes stochastiques massifs. Il y a obligatoirement des phénomènes de compétition moléculaire massifs à l'intérieur des cellules. Et ces phénomènes de compétition moléculaire vont induire des comportements probabilistes, massifs, eux aussi massifs. Et évidemment, ça n'est plus du tout le bruit, la petite perturbation du programme génétique. Et alors, et finalement, la troisième conséquence de ces données, donc là j'en arrive, c'est que finalement l'ontogénèse et la phylogénèse ne font qu'un. Donc on en arrive à la notion d'ontophylogénèse qu'on peut aussi déduire de ces données expérimentales. Donc ça, je l'explique sur cette diapositive. C'est aussi une déduction. Donc sur le panneau A en haut, vous avez une représentation de l'état actuel de la biologie. Donc vous savez, on est dans la théorie de la biologie actuelle, c'est la synthèse évolutive, la synthèse entre le darwinisme et la génétique. Donc là, c'est une représentation schématique. D'un côté, vous avez la sélection naturelle qui permet, qui agit, donc l'environnement qui agit via la sélection naturelle, qui exerce une pression de sélection, qui permet l'évolution des espèces, donc qui s'exerce sur les phénotypes, donc des structures cellulaires ou multicellulaires. Puis d'un autre côté, ces structures cellulaires, elles sont le résultat de l'activité d'un programme génétique, d'une ontogénèse, donc du programme génétique qui correspond à l'information codée dans les gènes. Mais ces deux phénomènes sont causalement séparés. Ils aboutissent tous les deux sur les phénotypes, les structures cellulaires ou multicellulaires, mais ils sont causalement séparés. La sélection naturelle n'intervient pas dans l'exécution du programme génétique. C'est deux phénomènes et deux mécanismes totalement séparés. Le seul point de rencontre qui est admis à l'heure actuelle dans le cadre théorique actuel, c'est que lorsque vous sélectionnez un organisme, une structure cellulaire, vous sélectionnez en même temps la mutation contenue dans l'ADN, les gènes qui sont contenus dans l'ADN. Mais c'est tout. Mais au niveau des mécanismes eux-mêmes, ils sont causalement hermétiques. Maintenant, on prend les données expérimentales, donc cette idée que c'est la structure cellulaire, donc ce qu'on trouve dans la littérature à l'heure actuelle en biologie moléculaire, que c'est la structure cellulaire qui permet de trier, en quelque sorte, entre les interactions moléculaires non spécifiques, de réduire la combinatoire. Ici, donc, au niveau de l'ontogénèse, je cherche la pointe, là, je ne la vois pas. Bon, je vais venir là, voilà. Il y a un pointeur là. Non, mais c'est pas grave. Ah, il y a un pointeur, je ne savais pas. Voilà. Oui, d'accord. Sauf qu'il faudra revenir. Attention. Attends, c'est le bouton, je crois, le bouton central. Voilà. C'est ça. Non. Non, c'est parce que là, je Il est où, passe. le pointeur, alors? Pardon, excusez-moi. Si, pourtant, c'est celui, sans nom? Non. Voilà, si, en appuyant au centre du bouton. D'accord. Ah, mais il passe à... C'est que ce truc. Oui, ça change les diapos en même temps. Non, c'est dans l'autre sens. Pardon, excusez-moi. Non, mais je vais le faire à la main. Ok, d'accord. Désolé. Donc ici, en haut, l'ontogénèse, c'est un processus unidirectionnel. Vous allez du bas vers le haut, c'est le paradigme réductionniste. Maintenant, si vous dites que c'est la structure cellulaire qui trie les interactions moléculaires, vous êtes obligé de rajouter une petite flèche ici. Donc, ça a l'air de rien, surtout avec PowerPoint, ça se fait très vite. Sauf que, aussitôt que vous avez fait ça, vous basculez. Vous faites quelque chose d'énorme, c'est que
aussitôt que vous mettez la petite flèche ici, vous créez une chaîne, une continuité causale qui part de l'environnement jusqu'au niveau moléculaire à l'intérieur de l'organisme. Pourquoi? Parce que c'est la structure cellulaire, par le fait qu'elle est compartimentée, qu'elle est différenciée, etc., qui permet de trier les interactions moléculaires au cours de l'ontogenèse. Ok. Mais cette structure cellulaire, elle est elle-même triée par la sélection naturelle. Je schématise, je parle très vite. Hein. C'est-à-dire le fait que vous avez à un moment donné une structure cellulaire particulière ou multicellulaire, si vous l'avez, c'est parce qu'elle a été triée. Elle a été triée par la sélection naturelle. Et cette structure cellulaire, elle a pour effet de trier certaines interactions plutôt que d'autres, qui ne sont pas forcément les mêmes selon les lignées cellulaires ou selon les organismes. Donc, in fine, ce qui décide ici de ce qui est trié au niveau moléculaire, c'est la sélection naturelle, ni plus ni moins. Via la structure cellulaire, vous créez une continuité causale. Aussitôt que vous admettez que c'est la structure cellulaire qui permet de trier les interactions, vous avez une continuité causale. Et donc vos deux phénomènes ne sont plus séparés, ils sont causalement entremêlés. Hein? Et vous avez ni plus ni moins que la continuation de la sélection naturelle à l'intérieur de l'organisme. C'est-à-dire qu'ici, vous avez, au lieu d'être dans un mécanisme déterministe, unidirectionnel, si je reprends mon schéma, vous avez un schéma. Vous avez un phénomène qui est fait de diversité moléculaire aléatoire. Les gènes existent, enfin les gènes, les séquences d'ADN, codent pour des protéines prises dans des interactions multiples qui peuvent générer donc de la diversité. Cette diversité, ce n'est pas un inconvénient, au contraire, c'est quelque chose qui permet à l'organisme de s'adapter ou de créer des lignées différentes, mais elle est triée par un mécanisme de sélection qui est en fait ni plus ni moins que la sélection naturelle. Hein? D'accord? Voilà. Et donc, ici, et c'est obligatoire, si vous acceptez les données expérimentales, et il n'y a pas de raison de les accepter, parce que les biologistes moléculaires sont des gens très sérieux, hein, comme vous le savez, si vous prenez ces données, que vous les poussez jusqu'au bout, vous en déduisez obligatoirement ce concept d'ontophylogénèse, c'est-à-dire que l'idée que les deux mécanismes de l'évolution des espèces et d'embryogénèse, ils ne sont pas causalement séparés. Et voilà, et donc, évidemment, on change de cadre théorique, on aboutit à une vision du développement comme un mécanisme qui mêle hasard et sélection. C'est le darwinisme cellulaire. Voilà, je m'arrêterai là. Merci beaucoup. Je suis désolé.